Pourquoi c'est si dur d'investir en startup? Alors, c'est vrai, oui et non, parce que moi qui viens de la finance, vraiment trading pur, que j'ai fait du forex, de la crypto, je suis passé un petit peu par toutes les phases. Je considère que la startup, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette classe d'actifs pour sécuriser mes gains de trading purement financier, parce que c'est moins stressant et le retour sur investissement reste toujours hyper intéressant par rapport aux autres marchés. Et la partie de stress, elle vient surtout comme la cotation n'est pas en temps réel. Je rappelle qu'une startup, c'est, on va dire, une niche du private equity, donc d'actions non cotées en bourse. Et du coup, la startup n'a pas une cotation en temps réel et on rentre sur une certaine valorisation et on ressort sur une autre. Donc il y a des gaps de valorisation, mais c'est pour ça que généralement, les phases de stress sont quand même différentes. On va quand même voir en 3 points pourquoi ça peut susciter des doutes et on peut se poser des questions. Donc, on va le voir en 3 points, la psychologie, les solutions et le next step, qu'est-ce qui peut se passer. Donc, premier point, eh bien, il y a des risques financiers, comme tout investissement. Je rappelle que je ne fais pas des conseils en investissement. En termes de risque, clairement, c'est perte totale du capital. Et j'ai envie de dire, dans la plupart des cas, c'est perte totale ou bien éventuellement ça va être une sorte de break-even si la boîte se passe mal. Ils vont faire en sorte de rembourser un minimum ce qu'ils peuvent. Euh, Généralement, le CEO ne va pas se payer, même s'il a bossé peut-être 5 ans pour la boîte, et ça va plutôt être d'abord les actionnaires qui retrouvent du capital. C'est ce qui se passe si la boîte se trouve en mauvaise posture. Mais voilà, il y a un risque financier total. Le risque financier partiel, on va dire, est très très rare. C'est plutôt risque financier total parce qu'il y a un retour sur investissement aussi qui peut être énorme. Donc là, je parle vraiment de start-up, c'est-à-dire de sociétés qui ne sont pas encore rentables et qui commencent à peine à lancer leurs produits sur le marché. Donc, quand on investit dans une boîte avec un risque financier de perte totale, eh bien c'est sûr que ça suscite des doutes, du stress. Et comme c'est long, on a des incertitudes très longues, ça peut être plusieurs années facilement, hein. On parle de 3, 5, 7 ans, généralement en start-up, le temps que la société se structure, lance un produit, fasse du bénéfice et envisage un exit, donc une revente de boîte, que ce soit un grand groupe ou une introduction en bourse. Mais voilà, on a des phases d'incertitude très très longues et il faut en être conscient parce que généralement, si on est conscient, ça arrive dans Solutions où on sait qu'on pose nos billes, on n'a pas forcément besoin de regarder la boîte et on verra dans 5, 7 ans. Si on a gagné, on gagnera beaucoup. Puis si on a perdu, eh bien, on va dire la douleur psychologique sera quand même amoindrie. Donc bien sûr, tout ce que je parle ici, c'est tiré de mon expérience personnelle, pas forcément sur les startups parce que j'ai pas encore eu, on va dire, de boîte où j'ai perdu tout mon argent. Il y a eu des phases de revalorisation qui étaient inférieures sur une boîte, je crois. Aujourd'hui, j'en ai plus d'une vingtaine dans mon portefeuille. Donc voilà, mais c'est des phases longues et ça sert à rien de se remettre en tête est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai bien investi, etc. De toute façon, c'est fait, donc autant laisser couler, ne pas se prendre la tête là-dessus et à concentrer notre esprit sur d'autres tâches qui peuvent nous épanouir, que ce soit business, pro, perso, etc. Ensuite, bien sûr, il y a le manque de connaissances. C'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre la petite cloche. Je sors des vidéos depuis 2020. Je charbonne beaucoup sur ce type de contenu. Ça fait pas beaucoup de vues. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous intéresse. Pour se former, aujourd'hui, investissement en startup, c'est très très compliqué. Il y a des club deals, mais il n'y a pas du tout de formation. C'est ok, moi je suis un tel, gourou du club deal, on va dire, c'est pas péjoratif, et voici dans quoi j'investis, est-ce que vous voulez me suivre ou pas? Et c'est tout. Il n'y a pas d'éducation autour d'investissement en startup. Donc c'est pour ça que je fais ce type de contenu. Mais en effet, c'est compliqué de se former aujourd'hui sur le marché francophone, en tout cas, il n'y a quasiment rien. Et enfin, manque d'expérience. Donc ce que j'entends par expérience, c'est d'investissement, on va dire, quantitatif en startup. Donc faire une, 5, 10 startups avec des petits tickets, suivant votre profil d'investisseur et ce que vous recherchez. Mais à force, moi, là, on me demande quelle startup j'ai dans mon portefeuille. Bon, je connais les 3-4 plus grosses. Après, il faut que je creuse un peu.
Mais les 20 comme ça, les ressortir, impossible. Parce qu'en fait, je les ai oubliés. Et tant mieux, c'est dans un coin de ma tête et j'ai pas besoin d'y revenir. Donc, on en revient à cette phase d'incertitude où j'ai pas besoin de mettre de l'énergie dessus. Quelles sont les solutions par rapport à tout ça? Eh bien, premier point, c'est mettre à plat. C'est-à-dire de remettre, et ça je vous incite à le faire dans pas mal de choses de votre vie. Bon, ça fait marrer de donner des leçons de morale à mon âge, mais c'est vrai, quand il se passe quelque chose de mal ou même de bien, c'est toujours bien de le mettre à plat, c'est-à-dire l'écrire et donner les raisons à soi-même pour l'intérioriser. C'est-à-dire pourquoi j'ai investi. Donc ça peut être, voilà, la team était top, le CEO avait des valeurs qui me correspondent, donc j'ai voulu l'accompagner financièrement et m'associer avec lui. Ça reste une association, vous devenez actionnaire d'une startup, et du coup, c'est en sorte, il travaille pour vous, mais vous travaillez pour lui, avec vos finances, lui avec ses compétences, et le but c'est d'accomplir un projet, une vision. Voilà, tout, mettre ça sur papier, pourquoi du comment, le retour sur investissement possible, être conscient de la perte également. Et puis comme ça, vous avez une vision globale. Et si jamais vous avez des phases de stress qui reviennent, vous avez juste à rechecker tout ça. Ensuite, il faut se demander si vous avez un moment de stress. Et généralement, ça arrive quand sur un patrimoine global, il y a des downs. Donc ça peut être, voilà, si vous êtes en startup crypto immobilier, sur l'immobilier ça se passe mal, vous avez des locataires qui ne payent plus. Sur le marché crypto, il se prend moins 30%. Et puis, du coup, tout ça fait en sorte que vous remettez en question vos investissements startup. C'est totalement normal, c'est humain. Mais du coup, il faut se poser la question, ok, au final, ces autres classes d'actifs ne sont pas corrélées. Qu'est-ce qui a déclenché ma phase de stress sur mon investissement startup? Et puis, ça permet de tout remettre à plat. L'avantage en startup, c'est que si on se demande est-ce que ça a changé, bah, généralement, le pourquoi on investit, pas vraiment. Là, dans 90% des cas, non. Si on compare à d'autres marchés, par exemple le marché des cryptos, bah, en fait, on a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc, généralement, c'est ça en startup, pourquoi on a investi. Et l'analyse technique. L'analyse technique, c'est la cotation en temps réel sur un marché boursier, donc en gros des courbes, les chandelles. Et bah, généralement en startup, vu qu'on n'a pas de cotation en temps réel, on n'a pas cette analyse technique. Donc la base pour investir, c'est l'analyse fondamentale, ce qui regroupe la team, le projet, la vision, le marché, le produit, le business model, etc. Mais voilà, il n'y a pas d'analyse technique. Donc au final, est-ce que ça a changé? Non. Si je fais un parallèle avec la crypto et token, eh bien, on se remet souvent en question de voilà, pourquoi mettre à plat, pourquoi j'ai investi tant. Donc là, on parle de risque-rendement, risk-reward, allocation de capital, etc. Généralement, on alloue trop quand ça baisse et quand ça monte, on alloue pas assez. C'est ce qu'on se dit psychologiquement. Il faut vraiment comprendre que tout est psychologique. Euh, et du coup, ouais, sur une crypto, le truc, c'est que c'est pas forcément des éléments déclencheurs d'autres classes d'actifs. C'est la classe d'actifs en elle-même où, ok, j'investis sur tel projet fondamentalement, mais je suis dépendant de l'analyse technique, donc de la courbe de la crypto, et je me dis, si j'ai perdu moins 90%, je me dis, le projet, si c'est de la merde, il sert à rien. Pourtant, bah, en fait, le projet que le token il fasse fois 100 ou divisé par 100, bah, fondamentalement, le projet, c'est le même et il continue de build. C'est peut-être d'un point de vue marketing qu'il a mal géré. Mais c'est tout, il n'y a rien qui a changé au final. Donc il faut vraiment se mettre en tête que, surtout en startup, quand on investit sur une vision, sur un projet, sur une équipe, sur un produit, un business model, c'est de l'analyse fondamentale. Et en fait, ça sert à rien de se remettre en question une fois qu'on a alloué des fonds de est-ce que j'ai fait le bon choix. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la boîte? Et, alors oui, des fois il y a des changements de direction, on va dire, mais pas forcément des changements de vision, ça reste toujours la même. Donc voilà, le but c'est de mettre à plat pour ne plus stresser. Et si on a des phases de stress dues à d'autres classes d'actifs, eh bien on peut revenir dessus pour l'éviter. Autre point, ne pas mettre d'émotion. Donc le plus simple, c'est pas suivre la startup, mais je sais qu'on a peu de startups au début. Moi aussi, j'essaie de checker un petit peu tout, qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est contre-productif. À quoi ça sert? Est-ce que ça va faire avancer le projet? Non. Si ça le fait avancer d'une certaine façon, c'est que peut-être vous êtes plutôt voilà, côté business angel plus où vous apportez des compétences, un réseau,
juste faire des petits likes sur les réseaux, repartager, etc. Donc là, oui, ça peut d'une certaine façon faire avancer la boîte. Mais sinon, si clairement vous ne servez à rien à part du financier, eh bien, ça ne sert à rien de suivre la boîte. C'est juste pour se procurer de la dopamine. Mais concrètement, si on parle purement financier, ça ne sert à rien. Bien sûr, il n'y a pas le côté que le financier, mais là, je parle si on est dans une situation de stress et en plus stress financier, eh bien, il ne faut pas suivre la boîte et il faut l'oublier. Le cerveau humain, c'est comme ça, on le met dans un coin de sa tête, en quelques mois, on oublie le projet et on se réveille peut-être dans 5-10 ans avec une belle somme. Ensuite, éventuellement, détruire les émotions liées au FOMO et FUD. Alors ça, je ne m'ai pas recommandé, ça dépend de votre situation. Là, ceux qui viennent du milieu du trading, Forex, à gros levier, etc., trading algorithmique, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est très compliqué de se laisser aller par ses émotions et du coup, on est obligé de... Moi, je le vois un peu comme, voilà, phase FOMO, on est là, on est hyper content. Phase FUD, on est là, on est en bas, on est en down, on est en dépression. Et le but, en fait, c'est au lieu d'avoir des pics, c'est d'atténuer comme un range en trading. Et en fait, on atténue jusqu'à avoir très peu d'émotions qui fluctuent pour ne pas laisser choisir ses émotions. Chacun a ses techniques. Moi, en tout cas, je l'utilise comme ça. Mais pas forcément recommandé parce qu'il y a tout un souci derrière d'intériorisation des émotions qui peut poser différents problèmes sociaux, on va dire, dans la vie réelle. Donc voilà. Et puis ensuite, si vous voulez vous investir par rapport à ce que j'ai dit ici, eh bien, ne vous investissez pas à 10% et juste checker un compte Twitter en se disant, ok, ils font ça, ils font ça. En fait, c'est pas utile. Même pour un CEO, généralement, il y a ses employés qui viennent le voir pour lui faire remonter des infos, ok? Mais pour lui donner des conseils sur la gestion de sa boîte, alors que sa boîte, il a toutes les cartes en main et les autres ont juste un dixième, en fait, c'est pas légitime. Et là, c'est le même principe. En fait, si vous êtes impliqué, mais que vous passez 1 heure de votre temps par semaine à regarder ce que la boîte fait, en fait, vous n'avez pas du tout les cartes en main. Vous n'avez pas toutes les cartes en main. Donc ça sert à rien, pareil, de se stresser en disant ah mais pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ça, alors qu'au final, on ne sait pas du tout dans la startup ce qu'ils font vraiment parce que c'est normal, ils ne vont pas communiquer publiquement sur certains trucs qu'ils n'ont pas besoin. Donc voilà, si vous voulez vous impliquer, il faut s'impliquer à 100% et avoir toutes les cartes en main. Et du coup là, on passe vraiment en mode business angel / advisor. Dernier point, investir en startup, eh bien, il y a différentes façons. Et ces différentes façons peuvent générer différents niveaux de stress. Par exemple, ouais, je pense que j'aurais pu faire un petit tri, mais genre fonds de fonds. Donc c'est un fonds pour accéder à un fonds de private equity, par exemple. Ça peut être des fonds de start-up ou peu importe. Eh bien, c'est le moins stressant parce qu'on met des billes et c'est eux qui dispatchent un peu à droite à gauche. C'est le moins stressant. Le plus stressant, je dirais quand même crowdfunding. Pourquoi? Parce que en fait, le crowdfunding, généralement, c'est le premier niveau d'accessibilité d'une startup, d'un projet. Et du coup, vu que c'est notre première invest, on est hyper stressé, on essaye de suivre le projet, etc. Mais en plus, le retour sur investissement, généralement, il est plus en nature avec leurs produits ou bien sous forme de une sorte d'obligation qui vous rembourse, je sais pas, 15% d'intérêt par exemple. Et du coup, on est hyper impliqué émotionnellement, mais on gagne rien. Donc, c'est le pire niveau stress. Club deal, bah, c'est deal par deal généralement. On met des tickets deal par deal. Donc, là aussi, on est impliqué. C'est plus stressant sur des startups. Private equity, c'est des startups qui sont plus matures, on va dire. Donc, phase déjà qui fait de l'argent. Donc, il y a un peu moins de stress et on n'a pas à checker ce qu'ils font. Et puis, les fonds de fonds, c'est on met notre argent et ils dispatchent. Voilà, il y a différents types d'investissements en startup. Je suis très curieux, donc mettez-moi en commentaire si vous utilisez des plateformes de crowdfunding ou bien même des club deals. Je pense que fonds de fonds, il n'y a pas grand monde qui en utilise. Moi, j'en utilise un, voire /2, on va dire. En fait, là, j'essaie de récupérer un maximum d'informations pour faire une sorte de gros tableau récap en mode, ok, tu veux investir en startup, quelles sont les solutions aujourd'hui? Il y a 10 plateformes, ces 10 plateformes elles font ça, ok, mais elle est plus chère parce que ça, etc. Donc essayez de faire un gros récap. Donc si vous investissez en startup, en crowdfunding ou peu importe, même en e-commerce ou autre,
N'hésitez pas à mettre en commentaire quel projet et aussi sur quelle plateforme. Comme ça, je vais pouvoir faire une grosse review quand j'aurai un petit peu toute la data.